On est au Brésil en 1962 et une mystérieuse puissance internationale décide de mettre en branle un projet diabolique pour prendre le contrôle du Brésil. Sa stratégie, le message subliminal. Bienvenue à Pourquoi c'est bon et à mon projet science-fiction où je regarde tous les films de science-fiction de 1895 à 1990. Et je trouve au moins une qualité à chacun de ces films-là. J'arrête en 90 parce qu'après ça, ça commence sérieusement à être moins bon. Mais voilà, tout ça pour dire que le projet de cette semaine, le film de cette semaine, ou de cette vidéo, c'est Le Cinquième Pouvoir, qui est un film brésilien de 1962, réalisé par un monsieur qui s'appelle Alberto Pieralisi, si je me suis pas trompé en l'écrivant tantôt. Et c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est ça. Il y a une puissance... c'est des Allemands. C'est pas clair au début. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était pas clair si c'était supposé être des Américains ou des Allemands. Mais bon, ils ont tous des noms allemands. Puis, ils se disent Schnell, puis tout ça entre eux autres. Fait que, clairement, c'est des Allemands. Mais dans le film, c'est pas précisé. Et c'est ça. Ils ont envoyé une équipe... d'agents secrets et mettent en place ce système de messages subliminaux-là. Ils réussissent à remplir toutes les ondes radio et télévisées, puis même les systèmes, quand on va dans une épicerie puis il y a de la musique, là, même ces systèmes-là, ils réussissent à ce que tout ce qui est produit comme son ou comme image électronique, là, si vous voulez, dans le pays... comporte un message subliminal. Et ce message-là, essentiellement, c'est un appel à la révolution. Et les savants de cette puissance maléfique ont déterminé scientifiquement et précisément qu'au bout de 50 heures, n'est-ce pas, là, les troubles vont vraiment commencer. Puis comme de fait... 50 heures précises, 50 heures et 1 minute, il commence à avoir des bagarres dans les rues, puis très rapidement, tout le monde dans le pays vire fou. Le pays est sauvé finalement à cause d'un gars et sa blonde, qui est un journaliste, et qui était à l'extérieur du pays au moment où le plan a été mis en place. Alors quand il revient, puis il voit tout le monde est fou, il fait sa petite enquête, puis finalement, il réalise rapidement là, que c'est ça, c'est une histoire de messages subliminaux. Puis finalement, c'est ça, il y a des sortes d'aventures de type plus ou moins James Bond, film policier, et puis finalement, je vous vends un punch, mais les gentils gagnent. Fait que c'est à peu près ça que c'est. C'est en noir et blanc. Fait que, comme toujours, première question, pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon parce que c'est une copie sud-américaine de James Bond qui utilise des stratégies de montage ou de réalisation qu'on voyait dans le cinéma muet, en fait. Des trucs à la Murnau ou à la Eisenstein. Là. Des trucs qu'on a vus aussi dans le Dracula de Coppola dans le temps. C'est-à-dire beaucoup de séquences de superposition, puis c'est ça, là, de composition d'images, puis c'est ça, là, de contrefondu, puis d'affaires comme ça. Qui, essentiellement, encore une fois, sont des stratégies, des méthodes de narration qu'on voyait plutôt dans le film muet, puis qui sont très rares dans le film parlant. Coppola s'en sert beaucoup. Dans Apocalypse Now, c'est rempli, pas mur à mur, mais pas loin de tout ça. Le début, c'est une séquence de 10 minutes de séquences comme ça. La fin, c'est des séquences comme ça. Mais en général, c'est ça. Dans le film... même le film d'auteur, c'est assez rare. Puis c'est dommage, j'oserais dire, parce que c'est une ressource du langage cinématographique, puis dans lequel, finalement, on pioche pas. Peut-être que c'est juste une question d'être au goût du jour, mais c'est le genre de truc où est-ce que c'est ça? Il y a un train qui passe, puis là, on voit mettons, j'invente un exemple, mais ça serait du style, il y aurait un train qui passerait, puis là, on verrait...
notre héros dans un coin superposé, son visage en gros plan, puis là, il y aurait, mettons, les yeux de sa blonde là, qui apparaîtraient dans le ciel. C'est une affaire comme ça. Ça peut facilement être quétaine, mais en même temps, c'est efficace. Puis, c'est évidemment un style très expressif, là, c'est dans le sens où c'est pas naturaliste. C'est pas un style d'effet qu'on utilise quand on essaye de donner des tons de documentaire à son film, n'est-ce pas? Mais eux, ils n'hésitent pas à piocher là-dedans. On voit ça en vérité que quelques minutes dans le film à certains moments. Mais c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant du film. C'est ça. Pour le reste, bon, c'est ça. C'est un film qui sort au début là, des films d'agents secrets qu'on voit après le succès de James Bond. Je n'ai pas vérifié les dates là, justement de James Bond. Le premier, de mémoire, je m'en rappelle. Dr. No, là, de mémoire, je ne me rappelle pas quand est-ce que c'est. Mais quelque chose me dit qu'on est... Si Dr. No est sorti après ce film-là, clairement, M. Pierre Alizzi... il avait deviné à l'avance c'était quoi le goût populaire, qu'est-ce que le goût populaire allait devenir. Je pense pas mal que... Ici, Christian Maltais, dans le futur. Je viens de vérifier. Ah ben, tabarnouche, le cinquième pouvoir, le film brésilien, ben, il est sorti le 1er janvier 1962, d'après Wikipédia. Puis Dr. No, il est sorti, je pense, en octobre 1962. Il est sorti, donc, le 5 octobre, ici. Donc, d'après Wikipédia. Donc, 10 mois après, ça fait qu'ils n'ont pas pris ça là-dedans. Ils ont peut-être pris ça dans des Hitchcock, remarquez, parce que, c'est ça, là, La mort aux trousses, North by Northwest, ça, c'est sorti avant 1962. Là, je pense que c'est fin 50. Je n'ai pas regardé la date, mais c'est ça. Puis, James Bond a allègrement piqué dans ce film-là, en particulier, là, dans From Russia with Love, il y a toute une séquence parce qu'il se fait, James Bond se fait attaquer par un avion, qui est prise, qui est copié-collé de ce film-là. Bon. Mais le fait est que Monsieur Pierre Alizzi, ou c'est ça, le film brésilien, là, ben, il a pas piqué ça de James Bond du tout. Donc, il semblerait bien qu'il était, en effet, en avance sur son temps. Bravo. Retour à votre programmation en cours. C'est au début donc, de la vague de films où il y a beaucoup de poursuites de voitures, puis des fusillades, puis... Bon, il y en avait dans les films de gangsters, mais là, ça fait vraiment James Bond. Puis une chose qui fait vraiment James Bond aussi, puis je pense même que dans un James Bond, Moonraker, pour ne pas le nommer, il y a carrément la même séquence. Je me demande si c'est pas carrément à la même place, là. Ben c'est ça. Dans Moonraker, il y a une séquence où est-ce que James Bond, notre héros, se bat contre Jaws. Je pense que c'est Jaws. En tout cas, il se bat contre un méchant en haut d'un périphérique. Donc, le périphérique part en bas de la côte, puis il monte la longue côte. Il est à 10 000 pieds dans les airs, ou je sais pas trop quoi. Puis il se bat avec le méchant. C'est ça. Puis dans les James Bond, ils font toujours ça à la vraie place. Hein. Ils le font pour vrai. Ça fait que dans le James Bond, tu avais deux gars en haut d'un téléphérique, comme ça, qui se donnaient des tapoches. Puis bon, quand il y a un gars un des gars se fait lancer en bas, il y a vraiment un gars qui s'est garoché en bas. Il y avait un parachute, mais il l'a fait pour vrai. T'sais. Les James Bond, c'est comme ça. Ben là-dedans aussi, c'est comme ça. Sauf que la différence, c'est quand il garoche il garoche le gars en bas, celui qui perd le duel en bas du téléphérique, c'est pas un vrai gars, c'est un mannequin. C'est le mannequin avec les bras qui ondulent au vent. Ceci dit, c'est un film qui a ça aussi en commun avec les James Bond, donc d'être pratiquement une série de cartes postales pour le Brésil, là. Puis la fin du film, en vérité, se passe au sommet de la statue. Je pense que c'est Jésus, hein, je pense la grosse statue avec les bras étendus, là, qui est vraiment une des...
un des attraits touristiques, puis des marques de commerce, si on veut, là, les plus célèbres du Brésil, ben, c'est là que ça se passe à la fin. Ça fait un petit peu penser encore une fois à Hitchcock. J'avais déjà donné un exemple, le combat à la fin de La mort aux trousses, le North by Northwest, en haut du mont Rushmore, avec les statues des présidents. Ben, c'est ça. C'est une statue en haut d'un attrait touristique majeur, un peu comme la Tour Eiffel ou les pyramides ou quelque chose comme ça, en hauteur. Bon, c'est ça. Fait qu'à la fin de ce film-là, Le Cinquième Pouvoir, se passe en haut de cette statue-là. Il y a une fusillade, etc. Puis ça marche plutôt bien. C'est intéressant. Si vous êtes amateur du genre, puis que vous aimez vous tapez ce qu'on appelle les gens de Eurospy. Bon, mais ça, c'est pas tout à fait Eurospy parce que c'est pas une copie italienne, puis ça cherche pas vraiment, en fait, à être une copie italienne. Être une copie... être juste une copie de James Bond faite pour surfer la vague, n'est-ce pas, comme les Eurospy en général ont tendance à être. Ici, on sent que le réalisateur a une sorte de message qu'il veut apporter. Puis, c'est la question un peu que je me suis posée. C'est quoi son message, finalement? Parce que il y a deux choses qui sont frappantes dans ce film-là. Bon, la première, déjà, c'est pas dans le film en tant que tel, mais c'est historique. Je suis allé faire un petit tour sur Wikipédia, n'est-ce pas? Et puis, une révolution comme celle qui est présentée dans le film, il y en a eu une au Brésil 2 ans après que le film soit sorti. C'est un coup d'État. Il n'a pas été amené par des messages subliminaux, hein? Il a été amené par... les méthodes habituelles de pot de vin puis d'affaires comme ça, j'imagine. Je ne vais pas regarder le détail, mais tu sais, un coup d'État en Amérique du Sud, c'est pas le premier. Et il a été payé par les mêmes qu'à peu près dans 100% des cas, à ma connaissance, c'est-à-dire les Américains. Vous me direz Cuba. Cuba, c'était pas fomenté par une puissance extérieure. C'est une révolution interne. C'est un gros révolutionnaire local qui ont pris le pouvoir, c'est ça. Tandis que au Brésil ou au Guatemala ou que sais-je, tous ces pays-là, souvent on a un pays de gauche, n'est-ce pas? Et puis, les industries locales trouvent que ils veulent trop augmenter les salaires ou quelque chose comme ça. Les Américains débarquent, ils payent le monde, ils envoient l'armée, ils massacrent les gens. Voilà, triomphe de la démocratie. Fait que c'est à peu près ça qui est arrivé de ce que j'en comprends en 64. Puis c'est quand même sidérant de voir que il y a une vraie révolution qui a suivi, ou coup d'État, si vous voulez, si peu de temps après ce film-là. Puis de ce que je crois comprendre, c'était le chaos un petit peu au pays dans ce temps-là. Encore une fois, je n'étais pas là, j'ai pas fait une longue étude là, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à l'époque, puis Wikipédia, c'est prudent d'être prudent, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais des fois. Mais c'est ça. Donc, de ce que j'en comprends, du peu de recherche que j'ai faite, apparemment, c'est ça. Ça avait l'air, ça brassait un petit peu. Puis, fait que peut-être que le réalisateur a voulu calmer le jeu, en quelque part, a voulu faire un appel à l'unité nationale, n'est-ce pas? Et puis, c'est ça, c'est l'autre affaire qui est frappante, mais qui m'a frappé en regardant ce film-là, c'est que, clairement, n'eût été de ce diabolique stratagème des Allemands, il n'y avait aucune chance de révolution parce que tout le monde trouve que le Brésil, c'est le bout de la merde, comme on dit. Tout le monde est content dans ce pays. Au début du film, alors, les patrons, les travailleurs, les gars, les filles, la religion, les journalistes, tout le monde est content et heureux. Puis, il n'y a pas de... C'est ça, le message qui ressort du film, c'est clairement... Non, il y a même une référence à je connais pas bien les groupes ethniques là, au Brésil, mais il y a des genres de blancs et des genres de noirs, si je me fie à ce que j'ai vu dans le film. Puis
la population qui est plus, comment on dirait, afro-cubaine un peu. Là. Encore une fois, citez-moi pas là-dessus. Là, j'ai pas fait de grosses recherches là-dessus. Fait que je sais pas très bien, mais on visite là, des gens de bidonville où tout le monde est très heureux. Puis c'est ça, quand ils commencent à avoir le trouble, c'est ça, on est chez ces gens-là qui sont plutôt foncés, hein, puis qui croient que c'est probablement une affaire de magie noire ou de vaudou. Ben clairement, c'est ce genre de culture-là, l'autre gang. Mais s'il n'y avait pas eu de... J'en parle parce que, bon, on nous les montre, mais, bon, même s'ils vivent dans un bidonville ou quelque chose comme ça... ou un quartier populaire, c'est clairement à cause de la magie noire là, qu'il y aurait des conflits. Hein? C'est pas parce qu'ils seront pas contents, c'est pas parce qu'il y a des problèmes sociaux. Non, non, il ne peut s'agir que de magie noire ou de messages subliminaux. Puis, jumelé à ce discours... j'ai le mot jovialiste en tête, mais je suis pas sûr que c'est ça. Ou est-ce que tout le monde est content puis tout le monde est du même bord? Ben, mais admettons qu'on dit que c'est jovialiste. Là, OK? Mettons par rapport à ce portrait jovialiste de la population brésilienne, de la psyché brésilienne. Ben, il y a un fort message religieux dans le film. Puis, tu sais, on fait souvent l'opposition spirituelle et religieux. Puis souvent, quand on dit ça, on veut préciser que non, c'est un message spirituel. Mais pas dans ce film-là. Dans ce film-là, c'est un message religieux. Dans le sens où la religion est de notre bord. Puis, ouais, Dieu est de leur bord, mais il est clair. À la fin, on se bat en haut de la grosse statue de Jésus. Puis, les gentils gagnent. Puis, le film se termine sur la répétition d'une phrase que la blonde du journaliste a dit, qui est s'ils arrivent à prendre le contrôle de la population avec le message subliminaux, ils pourraient nous faire perdre nos rapports d'amitié, nos croyances, puis il y a liste 2-3 affaires comme ça, et même notre relation à Dieu ou à la religion. Mais, nos croyances religieuses, essentiellement, t'sais. Puis, ça m'a frappé. Parce que, qui oserait dire ça de nos jours, même au Brésil ou n'importe, je sais pas, là, mais... tu sais, c'est ça, tu sais, voilà, donc, ça m'a frappé parce que ça m'a semblé... ça m'a semblé idéologique, je sais, tu sais. Donc, puis, mais je suis pas certain, évidemment, mais j'ai trouvé ça étonnant que ça soit dit aussi explicitement que, essentiellement, mettons, le sentiment, c'est que la religion est... la croyance religieuse dans le pays est partagée par tout le monde, même les gens qui croient au vaudou, apparemment, et qu'elle est uniquement bénéfique, et c'est ça, qu'elle est un ciment plus que d'unité nationale, mais qu'elle est indissociable de la santé sociale, du bien-être là, collectif. C'est ça, qui est impensable de ne pas partager cette conviction religieuse-là. Bon, c'est l'idée. Puis c'est ça, quand l'ordre est rétabli à la fin... c'est curieux parce que, c'est ça, quand on regarde ça, moi j'ai trouvé, tu sais, dans les premières notes que j'ai prises en regardant le film, j'ai mis réac, point d'interrogation, parce que c'était tellement, c'est ça, la religion, l'État, le patronat, tout le monde mène à la main, tout le monde est content, mais le ton du film est pas... tu sais... C'est pas un appel à la loi et l'ordre du tout, le film. C'est pas... Il y a un côté où est-ce que c'est hyper réac, mais c'est vendu pas du tout comme quelque chose de réactionnaire.
Puis ça, pour moi, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est souvent comme ça. Puis la ligne entre qu'est-ce qui est réac puis qu'est-ce qui est progressiste, si on veut, beaucoup plus vite franchi que ce qu'on pense. D'autant plus que, je vais le dire là, je vais sans doute le répéter à quelques reprises, mais si on prend 2 secondes pour réfléchir, là, le mythe fondateur de la modernité, c'est le progrès. Hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ailleurs, mais c'est la Révolution française, tous ces principes-là, c'est généralement évoqué, c'est généralement fait avec l'idée du progrès, dans un discours qui parle de progrès, d'évolution, etc. Puis, ça veut dire que l'État qui se met en place, c'est en ce nom-là, c'est au nom de ce principe-là qui gouverne essentiellement. Vous voyez ce que je veux dire. À l'époque des rois, Louis XIV ou peu importe ces gens-là, ben, le roi gouverne à partir de l'autorité divine. Okay. Puis le principe est que Dieu l'a mis là, essentiellement. C'est par l'autorité divine qui est là. Puis donc, ça ne veut pas forcément dire qu'est-ce qu'on pense que ça voulait dire. Ça veut juste dire que dans c'est ça, ça veut juste dire que quand les gens se disent pourquoi est-ce qu'il est là dans le fond, là, en bout de ligne, ben c'est parce que Dieu l'a mis là. Puis ça remonte très loin, ça remonte probablement à 2-3 000 ans au moins avant Jésus-Christ, là, que cette justification-là. Bon. Fait que, mais tu sais, depuis, là, c'est ça, depuis la modernité, là, depuis que le capitalisme s'est mis en place, puis les démocraties représentatives, puis tout ça, ça le fait plus tellement, hein, de dire que nos dirigeants sont là à cause du bon plaisir de Dieu, là, par volonté divine. Il y en a plus tellement qui osent la sortir, celle-là. Fait qu'ils vont dire qu'ils sont là pour soutenir, au nom, de par la volonté populaire. Napoléon disait ça, hein, jusqu'à un certain point. Napoléon, empereur des Français, c'est pas empereur de la France, il disait Napoléon, empereur des Français. Puis l'idée était que même s'il était empereur, il était là parce qu'il représentait la Révolution française, c'est-à-dire la volonté du peuple. Okay? Fait que, c'est ça, donc, pourquoi est-ce que j'étais parti là-dessus? Ouais, c'est ça, c'est parce que je mentionnais qu'il y avait, nous, on parle plus de volonté divine pour soutenir nos chefs. On dit plus que nos chefs sont là parce que Dieu les a mis là, mais quand nos chefs prennent des décisions, souvent, la bénédiction que nous, on met sur leurs actions, c'est quand on a l'impression que ça représente une forme de progrès. Okay. C'est pas exprimé... le message est implicite, mais il me semble, moi, qu'essentiellement, c'est ça. OK. Bon. Puis, les trames narratives là-dessus sont beaucoup plus complexes que ce que je suis en train de dire là, parce qu'elles sont, en vérité, de mauvaise foi, puis elles se contredisent elles-mêmes. Ultimement, c'est ça. Mais c'est pour dire que... c'est ça, dès le début de l'État français, puis... si on veut, des autres qui ont suivi. C'est ça, il y a l'idée, écoute, bon, on fait des changements à la société, mais c'est parce que la société évolue, les temps changent, puis ça progresse, ça fait qu'on change les trucs. Ben, on prend pour acquis que tout ça, c'est vrai. Mais, puis c'est même jusqu'à un certain point sacré de le croire. Mais je pense que c'est extrêmement risqué de croire ça. Puis je pense pas que ça se vérifie tant que ça, tu sais. Donc, le pôle Nord est en train de fondre. On est en train de vivre la 6e extinction de masse. Les loyers n'ont plus d'allure, les coûts des loyers, le coût de la vie, ça explose. Ben, tout ça, ça a été fait au nom du progrès, là. Allez regarder. Les actions qui ont donné ces trucs-là ont toutes été justifiées à l'époque au nom de ça va changer les choses pour tout le monde, pour le mieux. Okay. Donc, encore une fois, c'est plus... C'est pas tant que c'est plus nuancé, mais
C'est pas présenté en noir et blanc comme ça, mais il me semble, moi, qu'il y a de ça. Là. Il me semble que c'est ça. Puis donc, ça veut dire que, si t'es progressiste, puis ton ennemi, c'est l'État, ben l'État aussi dit qu'il est progressiste. T'sais, tes valeurs à toi, c'est ses valeurs à lui. Fait que, t'es-tu révolutionnaire ou pas? Puis souvent, les réactionnaires, ils se prennent pour des rebelles parce qu'ils s'opposent au discours progressiste de l'État. Mais ils ne sont pas pantoute, vous comprendrez bien. Hein? Réac, c'est réac. Là. OK? Fait que, tu sais, j'ai pas le dernier mot, comme d'habitude, sur toutes ces questions-là, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des affaires à désembrouiller, là. J'ai l'impression qu'il y a bien des affaires qui sont mélangées autour de ces sujets-là, puis que on s'auto-hypnotise un petit peu collectivement, là, avec ces concepts-là, puis on les prend pour acquis, puis c'est un peu comme ça, en bonne partie, qu'on se fait mener par le bout du nez, là. Puis t'as pas besoin de messages subliminaux pour faire ça. C'est dans ta face à la journée longue. Les messages sont pas subliminaux, ils sont écrits, ils sont évidents. Là. Okay. Bref. Fait que c'est ça pour Cinquième pouvoir. Le film est un petit peu ordinaire, honnêtement, là, dans le sens où c'est décousu. Les événements se suivent des fois, pas toujours... c'est pas réalisé d'une main de maître. Le scénario est pas une succession d'événements qui suivent avec une logique parfaite et absolue, un peu comme le discours que je viens de faire, en vérité, qui ne l'était pas du tout. Mais c'est ça. C'est pas réalisé par quelqu'un de la trempe d'un Hitchcock. C'est réalisé puis écrit par des gens qui comprennent pas trop comment monter un suspense, mais ils mettent des poursuites de char et des affaires comme ça. Ceci dit, le truc, c'est ça. C'est ça. Le détail le plus intéressant, c'est cette affaire-là, ce que j'ai mentionné de trucs de montage. Alors, suggestion, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur le sujet des messages subliminaux? Puis il y en a plein, hein, des films de messages subliminaux. Il y a Halloween 3, là, qui m'est venu en tête. J'ai passé pendant un bout de temps à parler j'avais une image en tête d'une série de suicides d'adolescents qui se garochent en bas d'un train. Puis j'ai finalement trouvé c'était quoi. C'est un film japonais de 2003 qui s'appelle Suicide Club. Le seul problème, c'est que je me rappelle pas si je l'ai vu. Ça fait que je me rappelle de cette image-là, mais c'est pareil pour... je pensais peut-être suggérer Cure aussi, là, je pense 97, un autre film japonais, qui est très, très, très bon, mais lui, je le sais que je l'ai vu, mais ça fait longtemps. Mais c'est un autre film avec la notion de contrôle des gens. C'est pas, dans Cure, de mémoire, c'est pas un truc subliminal, là, mais il y a quand même un peu cette notion-là. Ça pour dire que, finalement, j'ai décidé de suggérer Club Extinction de 1990 de Claude Chabrol. Puis aussi connu sous le nom de Dr. M. Et j'en parle parce que je pense que c'est une suggestion intéressante parce que c'est un film qui est très peu connu, puis dont très peu de gens parlent aujourd'hui. Puis c'est intéressant parce que c'est l'hommage de Claude Chabrol au film du Docteur Mabuse de Fritz Lang. Puis les films du Docteur Mabuse ont été... Bon, c'est des films qui ont été très, 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 très influents, certainement en Allemagne, mais plus ou moins dans l'ensemble là, de l'Occident. Dans les années 30. Le dernier film de... Fritz Lang réalise 3 films du Docteur Mabuse. Là. Un muet, un parlant dans les années 30, après quoi il fuit l'Allemagne et va se réfugier aux États-Unis. Puis en 1960, il retourne tourner son dernier film là-bas, qui est Les 1000 yeux du Docteur Mabuse, Die 1000 Augen des Dr. Mabuse. Si vous me passez mon accent, et qui est très très bon, très 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 bon, puis Dr. Mabuse, c'est un autre gars qui a toujours des plans diaboliques pour contrôler les gens, c'est un maître du crime, le Dr. Mabuse, c'est un personnage fascinant, et après les 1000 yeux du Dr. Mabuse, la série a continué, il y en a eu
de mémoire, là, en 5 ou 10, là, je pense qu'il y a 6 suites officielles, puis après ça, il y a quelques suites non officielles. Il y a Jess Franco qui en a fait un que j'ai finalement vu, qui est... Peut-être que j'en parlais dans une autre chronique, là, mais disons que chercher le film a été plus intéressant que le regarder. Mais tout ça pour dire que Claude Chabrol a réalisé un film qui n'est pas officiellement une suite au Docteur Mabuse, mais un hommage. Ça commence justement comme ça, avec une série de suicides, une épidémie de suicides complètement inexplicable. Il y a un gars qui met le feu à sa maison, il met ses rideaux dans son grille-pain, une maison luxueuse, là, puis il part son grille-pain, puis ça part en feu, puis etc. Là, il y a toute une série de suicides comme ça, assez rocambolesque. Puis finalement, c'est une affaire de messages subliminaux, c'est lié avec une clinique de santé quelque part. En tout cas, c'est pas... c'est pas le je sais pas... Moi, j'avais aimé ça, j'avais trouvé ça un peu ordinaire, mais je serais curieux de le revoir. La copie que j'avais était peut-être... Regarde, je sais pas, Chabrol, c'est un goût acquis, hein, mais... je trouvais que c'était intéressant à comparer, puis je pense que c'est intéressant. Je voulais en parler parce que c'est pas connu, puis ça sera... Même si c'est pas mon film préféré de... Mettons qu'on dit qu'il est dans la série des Docteur Mabuse, c'est quand même cool que ça existe. On va dire ça comme ça. Puis la séquence au début avec les suicides, certainement je l'ai réécouté tantôt sur YouTube, là, juste pour me rappeler si c'était le bon film. Ça marche plutôt bien. Puis c'est en panoramique, là, en 16:9 plutôt qu'en 4:3. Moi, j'avais vu une copie VHS que j'avais été très chanceux de trouver. Ça, c'est toute une histoire. Ça, c'était moins bon. Je pense qu'avec une pas pire copie, peut-être que l'expérience cinématographique va être meilleure. Tout ça pour dire que c'est une curiosité, Dr. M. Puis ne serait-ce que pour cette raison, ça vaut la peine, si vous êtes amateur, de tâcher de jeter un coup d'œil. Alors voilà, le 5e pouvoir, 1962, Brésil, encore une fois, c'est quoi son nom? Alberto Pieralisi. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est une copie brésilienne de James Bond qui utilise des effets de montage de cinéma muet et ça donne un effet très expressionniste.